Vous vous souvenez de ce film avec des poissons avariés, un pilote traumatisé et un copilote gonflable qui a transformé tout le genre catastrophe en une immense farce et est devenu, contre toute attente, l'une des comédies les plus influentes de tous les temps? Eh bien, c'était Y a-t-il un pilote dans l'avion? Paramount Pictures l'a sorti en 1980 et, de prime abord, il ressemblait à tous les autres films catastrophes à suspense de l'époque. On y retrouvait un pilote en détresse, des passagers paniqués, une catastrophe imminente à 9,0 mètres d'altitude avec Robert Hayes, Julia Haggerty, Lloyd Bridges, Robert Stack, Peter Graves et Leslie Nielsen. Aucun d'entre eux n'avait été engagé pour faire rire. Et c'était bien là le but. Au-delà des répliques pince sans rire, des gags en arrière-plan que vous avez peut-être ratés au premier visionnage et des punchlines qui fusent sans même vous laisser le temps de reprendre votre souffle, y a-t-il un pilote dans l'avion? Recèle une histoire de production presque aussi rocambolesque que le film lui-même. Aujourd'hui, nous vous dévoilons 15 anecdotes insolites que vous ignoriez peut-être sur Y a-t-il un pilote dans l'avion? Et restez avec nous pour le numéro 1, car ce film a failli ne jamais sortir en salle. Installez-vous confortablement et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cela permet à YouTube de savoir que vous appréciez ces analyses nostalgiques de vos films préférés. Allez, attachez vos ceintures. C'est parti, le film qu'ils ont enregistré par accident. Aujourd'hui, l'un des films les plus drôles jamais réalisés existe grâce à un magnétoscope oublié d'éteindre. Et ce n'est pas une blague, c'est la véritable histoire. Jim Abrahams, Jerry et David Zucker, alias Zaz, avaient une habitude qu'ils appelaient « signer pour du poisson ». Ils laissaient un magnétoscope tourner toute la nuit pour enregistrer les émissions nocturnes les plus étranges, et ils exploitaient ensuite ces enregistrements pour en tirer des parodies pour leur spectacle, le Kentucky Fried Theater. Un soir, ils sont tombés sur un film catastrophe de 1957, Zero Hour, censé être d'un sérieux absolu. Ils n'arrêtaient pas de rire. Le scénario était d'un sérieux imperturbable. Un vétéran de guerre traumatisé doit atterrir un avion de ligne après que l'équipage a été mis hors de combat par une intoxication alimentaire. Chaque réplique était prononcée avec une sincérité totale. Chaque moment dramatique appelait une chute. Le trio a donc fait un truc complètement dingue. Ils ont utilisé la structure de Zero Hour comme modèle et ont intégré des gags directement dans le cadre existant. C'est pourquoi regarder les deux films à la suite donne une impression surréaliste. Le nom du héros, Ted Stryker, S-T-R-I-K-R, devient Ted Stryker, S-T-R-I-K-E-R. La crise d'intoxication alimentaire se transforme en la fameuse scène du poisson avarié d'Airplane. Des répliques comme « lentement comme une éponge mouillée » sont fortement inspirées des dialogues de Zero Hour. Lente comme une éponge mouillée, avec les blagues poussées à l'extrême. Et là, il est devenu évident que ce n'était plus une parodie, c'était un remake. Et à Hollywood, c'est le genre de situation qui peut se terminer par des poursuites judiciaires. Alors, le trio a retrouvé les propriétaires de Zero Hour et ils ont acheté les droits officiels du remake pour 250 $. Ce paiement leur offrit un droit de propriété intellectuelle. Personnages, mise en scène, dialogue, tout leur appartenait désormais. Le film Y a-t-il un pilote dans l'avion? Engrangea plus de 171 millions de dollars à travers le monde et redéfinit complètement le genre de la comédie au cinéma. Ces 250 $ constituent peut-être la meilleure affaire de l'histoire d'Hollywood. Le pari risqué du casting qui a fait le succès de Y a-t-il un pilote dans l'avion? Lorsque le scénario est arrivé chez Paramount, les dirigeants du studio avaient une vision très précise du personnage de Ted Stryker. Ils avaient choisi une grande vedette de la comédie, Chevy Chase, Bill Murray, dont une partie du public savait déjà qu'il était drôle, mais Zaz s'y est opposé catégoriquement. La recherche de l'acteur idéal pour Stryker a donné lieu à des auditions véritablement surprenantes.
Bruce Jenner aurait auditionné pour le rôle, mais les réalisateurs recherchaient quelqu'un avec un côté plus désemparé et maladroit, qui ne correspondait pas vraiment à l'image du pilote héroïque que le studio avait en tête. David Letterman a passé une audition pour le rôle. Zaz l'a suffisamment apprécié pour demander une seconde audition, mais Letterman a finalement décidé que le rôle ne lui convenait pas. Même le grand Barry Manilow a été poussé par le studio, mais pour Zaz, il n'en voulait pas. D'après les témoignages de la production, un cadre bienveillant de Paramount est intervenu, appelant directement Manilow et insistant sur l'inexpérience de l'équipe de réalisation, le dissuadant ainsi d'accepter le rôle pour Zaz. Et puis, ils ont trouvé Robert Hays. Sérieux, un peu nerveux, capable de débiter des inepties avec une conviction absolue. Et cerise sur le gâteau, il était pilote breveté. Ce rôle était fait pour lui. La recherche d'Elaine s'est avérée complexe. Sigourney Weaver, auréolée du succès d'Alien, aurait envisagé le rôle, mais a finalement décliné, peut-être rebutée par certains passages crus du scénario. Shelley Long a également été pressentie pour le rôle avant que Julia Haggerty n'arrive et ne s'impose d'emblée. Une seule audition, aucune hésitation, le rôle est décroché. La liste des candidats presque retenus pour Airplane ressemble à l'appel à candidature le plus inattendu au monde, le maître de la malice. Pendant Trent Ons, Leslie Nielsen a été prise au sérieux. Puis il a découvert la machine à pets, et il n'a plus jamais regardé en arrière. L'appareil était un petit générateur de bruit portatif. L'origine exacte reste quelque peu floue. Les versions divergent. D'un artisan de l'Oklahoma à un service rendu par le département des accessoires de Paramount. Ce qui est certain, en revanche, c'est ce qu'il en a fait. Sur le tournage d'Y a-t-il un pilote dans l'avion? Nielsen le sortait en pleine conversation et continuait de parler comme si de rien n'était, laissant les acteurs et l'équipe technique dans l'embarras. Robert Hays a dit que Nielsen jouait de cet instrument comme un maestro. Et comme Nielsen n'a jamais voulu garder une bonne idée pour lui, il a fini par les vendre à l'équipe pour $7 pièce. La situation a dégénéré à tel point que l'assistant réalisateur a fini par les interdire complètement sur le plateau. Bien sûr, Nielsen a ignoré cette interdiction, comme seul un homme avec une machine à pets dans sa poche pouvait le faire, en emmenant son numéro partout avec lui. Conférences de presse, interviews, dîners, ascenseurs. Il l'aurait même utilisé à la Maison-Blanche, en première classe et dans quasiment toutes les émissions de télévision auxquelles il a participé. C'était toujours la même chose, un visage impassible, aucune réaction, un engagement total. La plaisanterie est restée indissociable de son héritage jusqu'à la fin. Sur sa tombe, on peut lire simplement « Laissez-la s'exprimer ». Il a passé les 30 années suivantes à s'assurer que personne ne le prenne au sérieux, et il a laissé des instructions précises pour que cela reste ainsi. Une réplique digne d'une histoire vraie. Le moment où un passager de Dixon taquine Kareem Abdul-Jabbar dans le cockpit est sans doute l'une des piques les plus inattendues de l'histoire du cinéma. Pourtant, ce n'était pas un hasard. En 1979, Kareem était déjà l'un des plus grands joueurs de basketball de son époque. Plusieurs fois MVP, pivot dominant des Lakers, il était parfois critiqué pour son manque d'implication en saison régulière et son incapacité à se donner à fond en défense. Alors, quand Joey se penche en avant et lance « Mon père dit que tu ne travailles pas assez en défense et que tu ne te donnes à fond que pendant les séries éliminatoires. Je te dis, je pense que tu es le meilleur, mais mon père dit que tu ne travailles pas assez en défense. » La blague fait mouche, car elle fait écho exactement au genre de critique que Kareem entendait parfois de la part des médias sportifs. Mais le retour de Kareem, c'est de dire à son père de faire subir à Walton et Lanier un véritable calvaire physique pendant 48 minutes. Ce n'était pas un hasard. Les grands Bill Walton et Bob Lanier étaient deux des pivots les plus redoutables physiquement de la Ligue. Cette scène a donné à Kareem quelque chose qu'il a rarement obtenu publiquement. Le dernier mot. D'après certains témoignages rétrospectifs, ce rôle était en réalité destiné à l'un de mes athlètes préférés de tous les temps, Pete Rose. Mais le tournage coïncidait avec la saison 1979 de la MLB,
laissant le poste de copilote vacant pour le pivot des Lakers, Kareem Khan, du haut de ses 2,18 mètres au détriment de Charlie Hustle. La négociation salariale de Kareem mérite d'ailleurs une entrée à part dans l'histoire d'Hollywood. Zaz lui proposa 30 $, puis son agent revint à la charge en demandant 35 $. Et la raison était on ne peut plus précise, c'était le prix exact d'un tapis oriental que Kareem souhaitait acquérir. Une œuvre d'art, pas un tapis sur lequel on marche. Zaz supposa qu'il s'agissait d'une forme de négociation originale, mais ils acceptèrent, mi-amusés, mi-amusés. Quelques semaines plus tard, un article du magazine Time publia une photo de Kareem posant devant le tapis qu'il avait déjà acheté avec leur argent. Il avait eu le rouleau, il avait eu le tapis, et il avait eu le dernier mot sur la défense. Pas mal comme mission pour un copilote. Le modèle du gag par minute. Les historiens du cinéma estiment souvent qu'y a-t-il un pilote dans l'avion? A réussi à condenser environ 260 gags en 88 minutes, soit environ 3 par minute, ce qui témoigne de la rigueur et de la précision de Zaz. Ils ne se contentaient pas d'être drôles. Ils voulaient un rythme effréné. Leur philosophie était simple, faire rire le public sans relâche pour que personne n'ait le temps de se demander à quel point l'histoire est complètement absurde. Et la solution était dans l'ombre. Pendant qu'une blague fait mouche, quelque chose de ridicule se trame déjà en coulisses. Panneaux en arrière-plan, gags visuels, passagers qui font des choses que personne à l'écran ne remarque. On rate une chute et une autre arrive déjà. Le film a été conçu pour récompenser les visionnages répétés, révélant à chaque fois de nouveaux détails. Il exigeait presque un deuxième visionnage, puis un troisième, car il y avait toujours quelque chose qui nous échappait. Et certaines des blagues les plus subtiles étaient même invisibles. Par exemple, tout au long du film, l'avion à l'écran ressemble à un avion de ligne moderne, du moins pour l'époque. Mais le bruit qu'on entend n'est pas du tout celui d'un réacteur. C'est le ronronnement régulier d'un avion à hélice, et ce son est tiré directement du film Zero Hour, un clin d'œil subtil à l'histoire originale du film, disséminé dans chaque plan aérien. Vos yeux voient un avion moderne, mais vos oreilles sont plongées dans les années 1950. C'est le genre de détail que la plupart des spectateurs ne perçoivent même pas consciemment. Notre cerveau associe automatiquement les bruits d'avion à la simple vue d'un appareil à l'écran. Mais les passionnés d'aviation l'ont fini par remarquer. Les historiens du cinéma l'ont noté. Et une fois qu'on l'a entendu, impossible de l'oublier. La blague parfaite sur les avions, pourtant évidente, qui accompagne discrètement tout le film. La légende de Broadway en casque de combat. Alors, le soldat alité à l'hôpital qui se lance soudain dans un numéro de Broadway, ce n'est pas un imitateur, c'est l'original. La scène est typique de Zaz. Ted Stryker traverse un service militaire et un médecin se penche vers lui pour lui expliquer l'état du patient dans un coin. Un grave traumatisme de guerre. Il pense qu'il s'agit d'Ethel Merman. Et puis Ethel Merman se redresse dans son lit et lui donne raison. La véritable Ethel Merman, l'une des voix les plus puissantes de l'histoire de Broadway. Celle que les critiques qualifiaient de capable de remplir un théâtre avant même que l'amplification ne soit la norme, se lance alors dans une interprétation magistrale de Everything's Coming Up Roses de Gypsy. Et le sketch se termine de la seule façon possible. Un infirmier fait irruption et la calme en plein milieu de sa chanson. La blague joue sur deux niveaux de lecture. D'abord, un soldat persuadé d'être une légende de Broadway. Puis, la caméra recule et la chute arrive. Il l'est vraiment. La blague fonctionne uniquement parce que la vraie Merman a accepté de jouer le rôle avec le plus grand sérieux, ce qui, compte tenu de sa réputation d'engagement, n'a jamais été remis en question. Il est à noter, cependant, que ce fut le dernier rôle de Merman au cinéma. Elle est décédée en 1984 et Airplane fut sa dernière apparition à l'écran. Une légende de Broadway dans une chambre d'hôpital militaire, livrant une performance époustouflante en uniforme, s'évanouissant en plein milieu d'une note. Dans un film bâti sur l'absurde, cette scène semble parfaitement cohérente.
Jouez-le comme si ce n'était pas une comédie. La règle la plus importante sur le tournage d'Y a-t-il un pilote dans l'avion était aussi la plus étrange. Personne n'avait le droit de jouer la comédie. Zucker, Abrahams et Zucker étaient persuadés que les gags s'effondreraient dès qu'un acteur ferait un clin d'œil au public. Ils ont donc donné une consigne à tous les comédiens. Jouer chaque scène comme dans un thriller haletant. Et les acteurs ont fini par comprendre. Robert Stack, au début, interprétait le rôle de façon plate et monotone, sans parvenir à trouver le ton juste pour Zaz. Leur solution était un peu inhabituelle. Ils lui ont montré une vidéo du comédien John Byner imitant Robert Stack. Et ce qu'il voulait, c'était Stack imitant Byner imitant Stack. 3 niveaux de sérieux imperturbables convergeant tous dans la même direction. Stack. Il comprit immédiatement. Lloyd Bridges vit son personnage sombrer dans la déchéance, passant de la cigarette à l'alcool, puis à l'inhalation de colle, sans jamais flancher. Peter Graves qualifia le scénario de « très dégoûtant » et faillit quitter le tournage. Mais Zaz le rassura. Ses répliques les plus gênantes seraient expliquées plus tard, dans une scène où il n'apparaissait pas. Cette scène n'a pourtant jamais existé. On ne le lui a jamais dit. Quant au rôle du Dr. Rumack, rendu légendaire par Leslie Nielsen, Ziggs avait d'abord approché Vincent Price, Christopher Lee et Jack Webb, tous d'excellents acteurs qui ont tous décliné l'offre. Vincent Price dira plus tard que ce refus était son plus grand regret professionnel. Le secret d'Y a-t-il un pilote dans l'avion a toujours été simple. Les acteurs croyaient en chaque mot qu'ils prononçaient et c'est précisément ce qui le rendait si hilarant. Le compositeur a opté pour un jeu impassible. Cette approche directe ne se limitait pas aux acteurs. Pour la musique, Zaz a engagé Elmer Bernstein, le compositeur des bandes originales légendaires des films Les Sept Mercenaires et du Silence et des Ombres, en lui donnant des instructions très précises. Pas une partition épique comme ses œuvres précédentes, mais plutôt une musique de série B. Trop appuyée, kitsch, l'équivalent musical d'un film catastrophe qui se prend un peu trop au sérieux. Or, Bernstein avait déjà composé une musique similaire 2 ans auparavant. Le réalisateur John Landis lui avait demandé de composer la même chose pour Animal House. Il a joué la comédie au premier degré, comme si la fraternité Delta était composée de véritables héros. Le succès fut tel qu'il a relancé la carrière de Bernstein vers le cinéma comique. Au moment de la sortie de « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?», il maîtrisait déjà parfaitement cette méthode. Il a donc abordé ce film de la même manière. Des cordes luxuriantes, une base dramatique, des accords inquiétants, tout droit sortis du répertoire des films catastrophes. Chaque nuance musicale tendue est conçue pour faire ressentir au public un danger réel jusqu'à la chute, qui renverse complètement la situation. Réfléchissez-y un instant. La musique vous dit que c'est grave, et l'écran vous montre un pilotage automatique instable. Et pourtant, les deux sont vrais simultanément. C'est un peu le génie méconnu d'Airplane. La blague ne réside pas seulement dans ce que l'on voit, mais aussi dans ce que l'on entend. Et Bernstein ne nous en a jamais rien dit. Attendez, une petite pause. Si vous vous êtes dit spontanément « Vous plaisantez ? Bienvenue, vous êtes parmi des amis. » N'hésitez pas à partager votre blague préférée dans les commentaires. Le pilote automatique gonflable, la révélation du cockpit de Kareem. Ne m'appelez pas Shirley. Quelle que soit la réplique qui vous reste en tête 45 ans plus tard, on veut tout savoir. Et si ce compte à rebours vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Mais ce n'est pas fini. Le meilleur reste à venir. L'interprète de June Cleaver. Après la fin de Leave to Beaver en 1963, Barbara Billingsley s'est retrouvée prisonnière d'une image dont il était presque impossible de se défaire. Cette image s'était figée. Douce, distinguée, des perles parfaites, une grammaire impeccable. Et une fois cette image ancrée, les propositions de chansons ont considérablement diminué. Pendant 17 ans, elle n'a quasiment pas eu de rôle à son actif. Puis est arrivé « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» avec l'une des idées de casting les plus originales de l'histoire de la comédie.
Inspiré par le rythme et le langage familier de films comme le succès de 1971, Shaft, Zaz a imaginé une scène où deux passagers parlent un argot très dense et où quelqu'un traduit pour le reste de la cabine. La première version n'a pas fonctionné. Les acteurs Al White et Norman Alexander Gibbs l'ont lu et sont arrivés au même constat. L'argot sonnait faux. Pas faux de façon amusante, juste faux. Alors, Zaz a fait quelque chose d'assez rare pour un réalisateur. Il leur a laissé carte blanche. White et Gibbs ont alors fait des recherches sur le parler afro-américain et ont réécrit les dialogues de A à Z, en conservant l'exagération tout en restant suffisamment ancrés dans la réalité. Mais il leur fallait maintenant un interprète. Et la blague ne fonctionnait qu'avec la personne la plus coincée et la plus vertueuse de la planète. Ils ont d'abord contacté Harriet Nelson, tout aussi vertueuse, tout aussi parfaite. Mais elle a refusé, ce qui a ouvert la voie à Billingsley. Billingsley a lu le scénario et ses répliques étaient simplement décrites comme « parle en argot ». Elle a qualifié le tout de scénario le plus fou qu'elle ait jamais lu et elle a signé immédiatement. White et Gibbs l'ont emmené déjeuner et l'ont coaché personnellement sur le rythme et l'intonation. Le résultat fut une performance comique parfaite. Voir la mère de famille, la plus distinguée de la télévision américaine, traduire calmement « Détends-toi, sang » pour le steward désemparé a littéralement conquis les publics tests. Ce caméo a tout relancé. Après des années de rôle mineur, elle était de retour sur les plateaux télé, répondait aux courriers des fans et se lançait dans de nouveaux projets. Billingsley l'a dit elle-même, « Ça a relancé ma carrière ». Finalement, il a suffi d'un vol et d'un cours intensif de jive pour briser la malédiction de June Cleaver. La blague qui nécessitait les mauvaises voix. Le gag de l'annonceur dans un avion commence doucement. Deux voix calmes dans un système de sonorisation répètent le même avertissement familier. La zone blanche est réservée au chargement et au déchargement. Au début, cela ressemble exactement à toutes les annonces d'aéroport que vous avez déjà ignorées avant même d'entendre le numéro de porte. Mais soudain, un événement étrange se produit. Les commentateurs se mettent à se disputer. Le ton poli et impersonnel reste inchangé, mais la conversation dégénère peu à peu en une véritable querelle personnelle. Ils s'expriment avec le même calme et le même professionnalisme que l'on réserve habituellement aux informations sur les bagages. Pas de cris, pas de blagues, juste deux voix qui se déchirent méthodiquement au micro, tandis que tout autour d'elles s'effondre. Et juste au moment où l'on pense que la situation ne peut pas dégénérer davantage, elle prend un tournant radical et bascule dans une sphère domestique profondément personnelle, sans aucun lien avec le zonage aéroportuaire. Quant au détail génial du casting, Zaz a auditionné des comédiens de doublage professionnels, mais n'a trouvé personne dont la voix sonnait suffisamment authentique. Ils ont donc retrouvé et engagé un véritable couple marié qui avait enregistré les bandes originales des annonces sonores diffusées à l'aéroport de Los Angeles à l'époque. Le couple qui jouait un couple marié se disputant au micro de l'aéroport était lui-même marié dans la vraie vie. L'humour ne réside pas dans ce qu'ils disent, mais dans la façon dont ils le disent. Ce ton monocorde et émotionnellement neutre est si parfaitement adapté à l'ambiance sonore d'un aéroport que le contraste entre le ton et le contenu est à lui seul efficace. C'est le genre de blague qui devient de plus en plus drôle à chaque fois qu'on prend l'avion et qu'une annonce passe à la porte d'embarquement. On n'entendra plus jamais « La zone blanche est réservée à l'embarquement et au débarquement » de la même façon. De rien. Ces deux éléments prouvent que votre délai était absurde. Lorsque le scénario du film d'avion est arrivé chez Paramount, le studio a apprécié sa lecture, mais ce qui les a inquiétés, c'était l'identité du réalisateur. Zaz avait déjà écrit le scénario de Kentucky Fried Movie, mais John Landis l'avait réalisé. Cette fois-ci, le trio voulait s'en charger lui-même, bien qu'il n'ait jamais réalisé de long métrage auparavant. Ils reçurent une aide inattendue de Chaos Elsewhere sur le plateau. Paramount était tellement absorbé par la gestion du budget exorbitant de Star Trek, le film, qu'un budget de 3 millions de dollars,
La comédie à 5 millions de dollars sur Badfish est passée presque inaperçue. Pourtant, le contrat comportait une condition. Paramount a insisté pour que le producteur chevronné Howard W. Koch supervise le projet, avec une clause stipulant que Zaz pourrait être licencié au bout de 2 semaines si les images ne fonctionnaient pas. Zaz a accepté. Ils apprenaient à gérer un tournage d'envergure en temps réel. Acteurs, équipe technique, règles syndicales et un scénario truffé de gags qui ne fonctionnait que si le jeu était parfaitement sérieux. Puis le studio a visionné les images. Des acteurs au sérieux imperturbable, jouant la carte de l'absurde, un rythme effréné, un style comique inédit au cinéma à l'époque. Personne n'a évoqué la possibilité de remplacer qui que ce soit. 3 directeurs généraux, tous originaires du Wisconsin et élus à 3 reprises, ont entamé ce mandat avec tout approuvé. La Guilde des réalisateurs ne voulait pas de 3 réalisateurs. Mais Paramount n'était pas le seul obstacle que Zaz devait surmonter. La Guilde des réalisateurs américains posait un tout autre problème. À Hollywood, les crédits de réalisation sont strictement contrôlés par la DGA, et sa préférence a toujours été sans équivoque. Un film, un réalisateur. Cela compliquait la tâche de Zaz. Ils ont finalement écrit le scénario ensemble. Ils créaient des gags ensemble. Chaque décision créative était prise comme une seule et même entité. Les séparer revenait à tenter une course à 3 jambes, mais avec seulement 2, si vous voyez ce que je veux dire. Le trio a donc officiellement demandé un pseudonyme commun, Abrahams et Zuckers, qui désignerait un seul personnage imaginaire composé de 3 personnes réelles. Mais la Guilde a refusé. Au départ, il était prévu de ne mentionner que Jerry Zucker comme réalisateur. « Salut, je suis Jerry Zucker et j'ai participé à la réalisation de Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» avec David et Jim qui géraient discrètement le projet. Puis, le conseil d'administration de la Guilde a accordé une dérogation officielle rendant toute cette manœuvre inutile. À la sortie d'Airplane, la mention « réalisé par Zucker et Zucker » reflétait parfaitement la méthode de travail habituelle du duo. Ce fut une approbation rare pour une collaboration de réalisateurs, une formule que l'industrie n'appréciait guère et qui contribua discrètement à normaliser le concept de duo de réalisateurs. Et pensez-y, les frères Coen, les Fairies, les Wachowski, tous ont suivi cette voie en formant leur propre duo dans les années qui suivirent. 3 gars qui ont refusé de se relayer et qui ont changé la façon dont Hollywood compte, désormais à 1. L'explosion de sauce aux haricots que vous n'avez pas remarqué. Or, l'homme qui a supervisé l'une des scènes les plus salissantes du film Avion était, à peine 1 an auparavant, président de l'Académie des arts et des sciences du cinéma. Imaginez un peu. Howard W. Koch, producteur exécutif et ancien président de l'Académie de 1977 à 1979, était aux commandes lorsque l'équipe des effets spéciaux a construit un mortier à air comprimé rempli de véritables sauces aux haricots pour cette scène. L'idée était de lui donner la consistance épaisse et granuleuse idéale pour qu'il traverse la pièce de façon convaincante et adhère à tout ce qu'il touchait. D'après les commentaires du DVD, la première prise ne s'est pas déroulée comme prévu. Au lieu de faire des ravages, le mortier a touché Steven Stucker, le messager de la tour de contrôle, aussi glorieusement déjanté que talentueux. C'était un gros avion blanc, joli, avec des rayures rouges, des rideaux aux fenêtres et des roues. On aurait dit un gros comprimé de paracétamol qui l'a pris complètement au dépourvu et l'a recouvert de sauce aux haricots. Apparemment, sa réaction n'était pas feinte. Ils ont nettoyé le plateau, nettoyé l'acteur, puis tout a été remis en place. La prise suivante fonctionna à merveille. L'homme qui avait passé 2 ans à la tête de la plus prestigieuse organisation de Hollywood avait personnellement conçu la blague où un objet désagréable heurte un ventilateur en rotation. Et elle blessa l'un de ses propres acteurs lors des répétitions. L'histoire des Oscars ne fut plus jamais la même. Le tournage éclair de 35 jours d'une comédie. L'intégralité du tournage de Y a-t-il un pilote dans l'avion
a été bouclé en 35 jours. Le tournage principal a débuté le 20 juin 1979, principalement dans les studios de Culver City. Zaz a dirigé le plateau avec une concentration et une précision extrêmes, respectant les délais et le budget de 3,5 millions de dollars. Mais le problème n'était pas le tournage en lui-même, mais le résultat. Le montage provisoire durait environ 15 minutes, soit près d'une demi-heure de plus que la version finalement diffusée. Il comportait des intrigues secondaires supplémentaires, des gags expérimentaux qui restaient en suspens. On y trouvait notamment une scène entièrement filmée avec José Feliciano dans le rôle d'une pilote aveugle d'Air Poland. Quant aux spectateurs des avant-premières, ils l'ont accueilli dans un silence quasi total. Mais pour une comédie entièrement basée sur un enchaînement de gags percutants, il est impensable de laisser place au silence. C'est tout simplement impensable. Alors, Zaz a fait quelque chose qu'aucun studio hollywoodien n'oserait autoriser aujourd'hui. Ils ont organisé une tournée des campus universitaires et des cinémas, laissant le soin au public de prendre les décisions de montage. Chaque projection était un laboratoire grandeur nature. Ils observaient le public, pas l'écran. Un grand éclat de rire, la blague est gardée. Fini la tranquillité. Plus de comités, plus de rapports de groupe de discussion, plus de notes de production. Juste des gens bien réels, assis à de vraies places, qui disaient en direct ce qui était drôle et ce qui ne l'était pas. 27 minutes coupées au montage. Et ce qui a survécu, c'est une comédie frénétique de 88 minutes où la blague suivante fait mouche avant même qu'on ait fini de rire de la précédente. Ce rythme n'est pas né en salle de montage. Il est né dans les amphithéâtres universitaires et les salles de cinéma à travers l'Amérique, façonné par des spectateurs qui ignoraient même qu'ils étaient en train de monter un film. 35 jours de tournage, un road trip pour peaufiner le tout. L'une des comédies au rythme le plus parfait jamais réalisé. Quand Hollywood a tenté de clouer au sol le film Airplane. En 1980, Universal Pictures avait passé la majeure partie de la décennie à bâtir un empire du film catastrophe. Airport, Airport 1975, Airport 77, The Concorde, Airport 79. 4 films, une franchise, une marque. Alors, quand Paramount a annoncé une comédie intitulée Airplane, une parodie directe de tout ce qu'Universal avait mis des années à construire, les choses se sont compliquées très rapidement. Durant la pré-production, Universal a déposé une plainte officielle auprès de la MPAA, arguant que le titre et le concept étaient trop proches de sa franchise sur les aéroports. Le comité d'arbitrage a tranché en faveur d'Universal, interdisant ainsi à l'international le titre « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Par conséquent, au Royaume-Uni, en Australie et dans plusieurs autres pays, le film a été diffusé sous le titre Airplane. Alors, si vous êtes déjà tombé sur une vieille affiche de film étranger et que vous vous êtes demandé pourquoi le mot « avion » n'y figurait pas, eh bien, vous avez maintenant la réponse. Les contraintes juridiques se sont également fait sentir au niveau du casting. Zaz souhaitait que Helen Reddy, la nonne chanteuse de Airport 1975, reprenne le même rôle pour une parodie directe, mais Universal a catégoriquement refusé. Le rôle fut finalement attribué à Maureen McGovern, ce qui s'avéra être une plaisanterie encore plus mordante. McGovern avait interprété les génériques de l'aventure du Poséidon et de la Tour infernale. Ils remplacèrent une nonne de film catastrophe par une femme qui chantait dans ce genre de film depuis près de 10 ans. Dès sa sortie nationale, le 2 janvier 1980, Y a-t-il un pilote dans l'avion? Devint un immense succès. Et Universal, de son côté, a discrètement abandonné les poursuites. Intenter un procès contre la comédie la plus rentable de l'année les aurait fait passer pour le genre de méchants sans humour que le film parodiait déjà.
Ils avaient livré une comédie si précise, si implacable et si complètement absurde que même les avocats de Hollywood, aussi puissants soient-ils, n'ont pas pu la rendre crédible. Y a-t-il un pilote dans l'avion? A établi une nouvelle norme en matière de parodie qui perdure encore aujourd'hui. 45 ans plus tard, c'est toujours le même vol que tout le monde essaye d'attraper. Et voilà, 15 anecdotes insolites sur le film culte. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Une parodie de film catastrophe avec des acteurs dramatiques débitant des dialogues complètement absurdes avec une sincérité totale. Mais le public a tout de suite compris. Quelle anecdote vous a le plus surpris? N'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Et avant de débarquer, sonnez la cloche.